Eh bien, nous allons commencer. Ça va, tu règles, ça va, le micro? C'est assez fort? Bon. Dans la plus grande intimité aujourd'hui, presque, hein, on peut dire. Donc, le sujet, c'est l'envoûtement, l'auto-envoûtement, qui pour moi représente un véritable fléau social à notre époque. Peut-être pas dans le sens où on l'entend souvent, mais dans le sens que j'ai pu observer pendant des dizaines d'années. Bon, on sait que chacun de nous connaît parfois des périodes de la vie où s'accumule comme de la malchance qui s'acharne dans tous les domaines. Selon notre tempérament, ça chacun a le sien, et surtout selon nos convictions, nous réagissons de différentes façons. Cette réaction dépend la plupart du temps de notre culture, de nos croyances, de nos idées reçues, et on en a tous des quantités, et même de nos superstitions. Certains réagissent pour combattre les difficultés, tandis que d'autres, au contraire, se résignent sous différents prétextes en disant « c'est mon destin »,« c'était écrit » ou encore « c'est mon karma ». Alors là, à partir de ce moment-là, quand on se résigne, les problèmes se développent, ils deviennent de plus en plus importants et il n'y a plus la possibilité d'avoir une analyse saine sur toutes les situations gênantes que l'on rencontre. On ne trouve pas de parade, on n'a pas non plus de solution. Et chaque problème, c'est là que ça devient intéressant, chaque problème est une cause, mais une cause produit des effets. Et les effets deviennent des causes qui, à leur tour, produisent encore des effets. Ça n'en finit pas. C'est un cercle vicieux, on n'en finit pas. Tout est atteint. La profession, la vie sentimentale, la famille, les affaires, tous les intérêts, quels qu'ils soient. C'est alors que souvent, dans l'esprit de la plupart des gens qui rencontrent ces situations, dans l'esprit de ces gens-là, naît une sorte d'explication. Simplement, ils pensent, c'est pas possible que je sois une victime dans tous les domaines de ma vie. C'est pas normal. Non, ça peut pas être un hasard. On m'a fait quelque chose. Et là encore, on n'ose pas employer le mot qui fait peur. On m'a fait quelque chose. On se persuade que ce n'est pas naturel, bien sûr. Quelque chose est intervenu pour déclencher les calamités que je subis. Et c'est probablement quelqu'un qui me veut du mal. Je ne peux pas y échapper. Ça doit être un envoûtement. Et là, ça y est. Quand on en est persuadé, c'est sûr, ça se produit. Alors, deux sentiments envahissent celui qui est victime de cet enchaînement. D'une part, la peur. Bien sûr, la peur d'une cause magique qui peut aller jusqu'à la destruction, mais aussi, très paradoxalement, une sorte de soulagement. C'est quelqu'un qui m'a envoûté. C'est évident, et je ne suis pas responsable de mes malheurs. Ce n'est pas moi qui suis responsable, je n'y peux rien, je ne peux que subir. Et ça, c'est un raisonnement que j'ai entendu des quantités de fois. Car tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas des éléments que j'ai puisés à droite et à gauche, c'est du vécu. Je me suis intéressé à ça il y a vraiment pas mal de dizaines d'années. Donc, c'est une idée reçue, c'est une croyance dont les origines semblent remonter au siècle d'obscurantisme, de désinformation, ces siècles de désinformation du grand public, que s'appliquent à maintenir maintenant certains grands médias de notre époque, et ça continue toujours de tenir les gens dans l'ignorance de réalités qui gêneraient certains intérêts. Donc nous allons étudier tout ça. D'abord, ce qu'est l'envoûtement, pour ensuite répondre à quelques questions. Par exemple, comment peut-on en être victime? Qui peut subir les effets? Et est-il possible de s'en protéger? Donc, d'abord, il faut quand même définir ce qu'est l'envoûtement et ce qu'il n'est pas. Parce qu'on en parle beaucoup,
mais rarement on vous donne des choses très précises. Sous ce nom, envoûtement, sont rassemblées les influences auxquelles nous sommes soumis de différentes façons. Alors après, la deuxième partie, on pourra étudier toutes les influences que nous subissons de différentes façons. Ce n'est pas d'hier que je m'intéresse à tout ça, bien sûr, au mystère de notre psychisme, de notre mental, de nos échanges d'énergie et des influences auxquelles nous sommes tous plus ou moins soumis. Tout enfant, j'observais le comportement d'un de mes grands-pères qui guérissait les foulures, les entorses, les insolations et toutes sortes de brûlures. Ça m'intriguait beaucoup. Puis, adolescent, je me suis intéressé au magnétisme. Plus tard, j'ai fréquenté les premiers sophrologues, collaboré avec des hypnotiseurs qui ne pratiquaient aucune tricherie, et ce fut une formation pratique auprès de gens compétents à une époque où il n'y avait pas les stages comme aujourd'hui à grand renfort de publicité. Tous ces contacts m'ont permis de travailler sur le terrain avec des gens vraiment compétents. Aujourd'hui, quelques dizaines d'années plus tard, je pense que ce que j'ai observé, ce que j'ai vécu et, on peut dire, toutes les magouilles que j'ai pu avoir devant moi, eh bien, j'ai le devoir de transmettre ce vécu et tout ce qu'il m'a offert. Parallèlement, j'ai fréquenté d'authentiques spécialistes des sciences dites parallèles. J'ai eu de nombreux entretiens très enrichissants avec des gens comme Louis Pauwels. Pendant plusieurs années, j'ai fréquenté les ateliers Planète. C'était au début des années 60. J'ai très bien connu Jacques Lamaya, qui a écrit beaucoup sur tout ce qui concerne la médecine de l'habitat, et beaucoup d'autres. Ce serait trop long de citer la liste. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai collaboré pendant pas mal d'années avec mon ami Serge Hutin, qui avait écrit la partie sur l'ésotérisme de l'Encyclopædia Universalis. Serge s'intéressait beaucoup aux problèmes des énergies qui se transmettent et qui peuvent envahir des gens. Et il s'intéressait bien sûr à ce qu'on appelait et qu'on appelle l'envoûtement. Nous en avons souvent parlé et échangé des observations et des impressions. J'ai ainsi emmagasiné, non pas un savoir, parce qu'aujourd'hui on emmagasine du savoir, on n'a pas à aller bien loin, dans la poche avec son téléphone portable, on peut atteindre tout le savoir qu'on veut, on peut l'apprendre par cœur, et puis on peut le réciter. Même écrire des livres, c'est très facile, et ça se fait beaucoup. Vous savez que le savoir est quelque chose qu'on accumule, qu'on récite éventuellement, mais qui ne prouve pas qu'on l'a assimilé. On a souvent entendu parler des ânes savants. Il y en a beaucoup actuellement. Non, du savoir, il faut passer à la connaissance. La connaissance, c'est que de ce savoir, on passe au vécu. On vit ce à quoi on s'est intéressé. Et là, je pense qu'à ce moment-là, on doit informer tous les gens qui, eux, n'ont d'informations aujourd'hui que par le tourbillon de l'Internet, dont les grandes diffusions de notre 21e siècle, et on peut dire, permettent de multiples possibilités de compilation, de savoir et de publication. Ce qui entretient, bien sûr, la méconnaissance de la réalité. Car, il faut le dire, souffrir de ce qu'on qualifie d'envoûtement est pour bien des gens une triste réalité. Et là, j'ai vu des dizaines et des dizaines de cas, on en reparlera, de cas précis, on parlera même tout à l'heure, si vous voulez, avec des précisions. Comment définir ce qu'est l'envoûtement? Je crois que ça c'est important. On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Certains dictionnaires donnent de ce mot des définitions tout à fait incomplètes et d'autres qui ne sont que fantaisistes. Dans son ouvrage de mon ami Serge Hutin, Technique de l'envoûtement, non pas technique pour envoûter, mais technique comment ça fonctionne, ce qu'on appelle envoûtement, Serge Hutin a écrit en 1976 une définition de l'envoûtement. Il écrit ceci: l'envoûtement consiste en l'ensemble des procédés magiques qui ont pour but de forcer
la volonté d'autrui. Donc, il y a deux mots importants. Le but, forcer la volonté d'autrui, et le faire à partir de forces magiques. Et là, c'est encore, il faut revenir à la base. Qu'est-ce que ça veut dire, magique? Comment comprendre cette expression, force magique? La magie consiste à maîtriser des forces de la nature. Et elle utilise des procédés naturels et non surnaturels pour atteindre des buts précis. Et ça, on peut le prouver, pour en parler tout à l'heure, si vous voulez. Nous écartons donc toute intervention ponctuelle, et sur commande, bien sûr, du diable, du bon Dieu, telle que les mentalités du Moyen-Âge nous les présentent. Et malheureusement, les grands médias aujourd'hui continuent, pour les gens de notre époque, de créer, d'entretenir ces mentalités moyenâgeuses. Donc il faut mettre les choses au point. Ne pas faire intervenir des forces surnaturelles, le diable, le bon Dieu, la notion d'envoûtement, n'est pas nier leur existence. C'est mettre chaque chose à sa place. Cela peut consister à reconnaître, par exemple, que le Créateur a mis à la disposition de l'être humain des forces extrêmement puissantes dont les effets sont évidents, mais que l'homme ne parvient pas habituellement à maîtriser, ni même à comprendre. Quand on voit les progrès de la science, nous en reparlerons, quand on pense tout ce qu'on disait scientifiquement il y a seulement 50 ans et où on en est aujourd'hui, c'est fantastiquement différent. Donc cette incompréhension a fait naître l'explication par ce qu'on a appelé le miracle. Alors le miracle, quand j'étais jeune, quand j'allais au catéchisme, on me disait qu'un miracle est un événement qui survient en dehors des lois de la nature. Qui connaît les lois de la nature? Donc si on ne connaît pas les lois de la nature, on ne peut pas savoir quand il y a miracle ou quand il n'y a pas miracle. D'autant plus que quand on m'apprenait tout ça, c'était l'époque de la physique habituelle. Maintenant, avec la physique quantique et les nanodimensions, toutes les lois sont absolument différentes et ça ira encore plus loin, certainement. Cette incompréhension, donc, a fait naître des histoires de diables, de bons dieux, dans des miracles, parce qu'on ne comprenait pas les guérisons. Et comme on ne comprenait pas les guérisons déjà au Moyen-Âge, eh bien, l'Inquisition pensait qu'une guérison qu'on n'explique pas, c'était un miracle. Si ce miracle survenait dans le giron du pouvoir, qui était à ce moment-là, le pouvoir c'était l'Église qui le détenait, c'était un miracle de Dieu. Et si ça intervenait par l'intermédiaire d'un opposant, alors là, c'est qu'il avait fait un pacte avec le diable, et le pauvre diable, c'est le cas de le dire, ne finissait pas sur un bûcher qui était toujours très loin. Donc ça, voilà pour les bûchers, les bûchers qui ont duré quand même 500 ans. Il faut savoir que l'Inquisition a duré 500 ans, en amenant sur les bûchers ceux qui n'étaient pas dans le droit fil de ce qu'on expliquait. Donc tout est ambivalent. Une influence qui se manifeste pour soulager, ou pour guérir bien sûr, a forcément un contraire et peut se manifester pour perturber et même pour détruire. Cette influence peut agir en présence de celui qui va la subir ou de n'importe qui à n'importe quelle distance. Ça, on en parlera beaucoup parce que les effets du psychisme à distance, c'est quelque chose qui existe, qui se pratique et qui n'est pas quelque chose de surnaturel, bien sûr. Donc cette influence peut agir de préférence en présence de celui qui va la recevoir ou selon la volonté de quelqu'un à n'importe quelle distance. C'est encore comme ça qu'est perçue de nos jours la possibilité d'attirer vers quelqu'un des malheurs voulus par un maître. Alors là, des maîtres, on en rencontre, je vais dire à tous les mètres ou à tous les kilomètres, des gourous, soit des individus cachés par un anonymat quelque peu protecteur. Si c'était vrai vraiment ce qu'on a dit de l'envoûtement, la vie serait difficile et même invivable. Avec Serge Hutin, nous en avons tiré la conclusion suivante, qui a été publiée plusieurs fois, mais bien sûr pas par les grands médias, ça ne les intéresse pas. Si quelqu'un déteste furieusement un homme
S'il désire une femme qui s'est refusée à lui, il pourrait donc, par l'envoûtement, réaliser son souhait, soit par lui-même, soit s'il n'a pas suffisante confiance en ses propres possibilités, en faisant appel, moyennant finance bien sûr, à un professionnel de la magie. Si cela était le cas, nous nous trouverions assurément dans un monde absurde qui dépasserait toutes les limites concevables de l'absurdité et de l'horreur, un monde où nulle liberté n'existerait plus. Évidemment, il est vrai que l'influence sur autrui peut exister de différentes façons. On en parlera tout à l'heure en les détaillant, si vous voulez, avec des exemples précis. Mais un homme peut avoir une influence à distance. Mais il s'agit d'une influence limitée. Une influence limitée qui ne va pas lui permettre de changer une citrouille en carrosse comme le magicien des contes de fées. Les forces utilisées pour exercer cette influence ont pour base cette énergie vitale qui est en nous, que chacun possède et que par analogie, on appelle magnétisme. Tout le monde possède du magnétisme, absolument tout le monde, et à des niveaux différents, mais souvent sans en avoir conscience et sans savoir s'en servir. C'est là que je pense que les informations devraient circuler dans un côté beaucoup plus utile et pratique. Cette force, donc, cette force vitale, ce magnétisme, qui peut être qualifié de vibratoire, qui est vibratoire bien sûr, porte un message exprimé par la force de la pensée et amplifié par la visualisation. Alors là, on rentre non pas dans du surnaturel en invoquant qui que ce soit, on rentre dans des techniques, dans des recettes que tout le monde peut travailler, qui permettent de se protéger et qui permettent d'obtenir des résultats quelquefois surprenants. On peut dire que l'envoûtement, il existe, mais il est infiniment plus rare que ce qui est affirmé, car il représente réellement un danger réel pour l'envoûteur, plus que pour celui qu'on cherche à envoûter. Je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure, bien sûr. Donc, il y a une espèce de possibilité par des techniques qu'on utilise dans le magnétisme à distance, puisque avec cette force vitale, on peut agir sur quelqu'un pour influencer, le calmer ses douleurs ou autre, de là à là. Mais s'il se trouve à 20 km et à 1000 km, on peut le faire de la même façon. Donc, on envoie par la force de la pensée, par cette force qu'on a en nous, ce magnétisme, qui est comme une onde porteuse, qui apporte notre intention sur le but qu'on a choisi. Donc, le magnétisme est en même temps, et maintenant, avec la physique quantique, c'est vraiment reconnu et c'est même expliqué, le magnétisme humain est en même temps énergie et matière. Donc, étant énergie et matière, il obéit aux lois mécaniques de la matière et aux lois psychiques de tout ce qui est énergie. Et déjà, il faut reconnaître quand même qu'on a du retard dans ce qu'on fait passer dans le grand public. Déjà, toutes ces notions sont présentes dans les 7 lois d'Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste, donc de l'époque grecque, la table d'émeraude, était probablement la traduction de Thoth que les Égyptiens ont reconnu comme étant leur initiateur venu d'ailleurs. Ça, si vous voulez, on en parlera également. Donc, c'est dans la plus haute antiquité qu'on savait déjà qu'il y avait le flux et le reflux. Et on le trouve dans les lois d'Hermès. Bien sûr, plus tard, on peut dire des scientifiques traités de parallèles, notamment le docteur Anton Mesmer, en 1780, a défini lui aussi le magnétisme humain comme étant une énergie vitale qui était en même temps énergie et matière. Affirmer ça et donner des précisions en 1780, alors qu'encore ce n'est pas dans le grand public aujourd'hui, bien sûr, il faut tirer le chapeau. Donc, plus tard,
Ces lois physiques, les lois, on peut dire psychiques, ont été définies par des médecins d'ailleurs. Il y a eu les Durville, il y a eu Kaznatchev, je peux vous en citer beaucoup, on en parlera après si vous voulez, dont l'action à distance utilise des moyens exclusivement humains, sans autre intervention. Et bien sûr, il y a toujours le principe du flux et du reflux. C'est encore une loi d'Hermès, le flux et le reflux. Quand il y a quelque chose qui va dans un sens, ça revient dans l'autre sens. Quand on monte une côte, après on descend. C'est drôle, mais c'est comme ça, le flux et le reflux. D'ailleurs, on appelait ça, dans le côté un petit peu du langage moyenâgeux, le choc en retour. C'est-à-dire que si on envoie une pensée qui est vraiment destructrice à quelqu'un, s'il ne reçoit pas la pensée, elle retourne, il y a un choc en retour, elle retourne à l'envoyeur. Et là, avec les lois physiques et les lois psychiques, on sait très bien que avec des témoins et l'effet de syntonie, dont on pourra préciser le fonctionnement tout à l'heure, si vous voulez, avec l'effet de syntonie des témoins, on envoie une pensée avec la force de la pensée, la visualisation et l'onde porteuse qui est le magnétisme, on l'envoie à quelqu'un. Cette personne reçoit cette pensée d'autant plus fortement qu'on aura utilisé un témoin, on en reparlera aussi, dont la personne reçoit une intention qui, d'après Mesmer, 1780, ne passe pas par le conscient. Il dit, lui, ça s'insinue dans la substance des nerfs, ce que plus tard, à notre époque, au XXe siècle, on a appelé, non pas dans la substance des nerfs, dans le subconscient, dans l'inconscient. C'est-à-dire la personne qui reçoit cette pensée, la reçoit dans son inconscient, et ça devient sa propre pensée. Sauf le choc en retour, sauf si pour des raisons de survie, par exemple, si l'intention était destructrice, l'intention qui est envoyée est refusée. Si c'est refusé, eh bien, avec les lois physiques, ce qu'on a envoyé comme intention va heurter, comme une balle heurte un mur, et revenir vers l'envoyeur. Et alors là, s'il y a la propre vibration par les témoins de la personne qu'on voulait atteindre, celui qui l'a envoyé, automatiquement, dans cet envoi, a mis sa propre vibration. Et automatiquement, si ce n'est pas accepté, ça revient à l'envoyeur. Et là, il y a une phrase qui dit, il y a longtemps on en parlait, le diable finit toujours par étrangler le sorcier. Donc, c'est là qu'on voit qu'il est plus dangereux de tenter d'envoûter quelqu'un que d'être envoûté ou qu'on essaie d'envoûter. Je peux dire que personnellement, j'ai été soumis à ces choses-là, on en parlera si vous voulez. Donc, que se passe-t-il? Le message obéit aux lois physiques et rebondit comme une balle sur un mur. Celui qui a émis le message a mis lui aussi sa signature vibratoire, et c'est donc à lui que le message revient avec force. Il s'agit de l'imparable choc en retour qui obéit aux lois physiques valables pour les vibrations comme pour les corps matériels. On verra après, c'est reconnu aujourd'hui scientifiquement, que la pensée humaine est en même temps matière et énergie. Et que depuis Teilhard de Chardin, XXe siècle, qui était un savant français, on sait bien qu'il n'y a pas de matière sans énergie et d'énergie sans matière. Les deux sont inséparables, l'un est toujours avec l'autre. Donc, dans tout ça, rien de surnaturel. C'est comme une application d'une justice immanente et prévisible. Donc, dans le message chargé de mauvaises intentions, ce message revient à l'envoyeur qui le subit dans son inconscient. Ainsi, et c'est là que c'est important, la tentative d'envoûtement devient plus dangereuse pour celui qui en est l'auteur que pour celui à qui elle est destinée. Et là, je pourrais vous citer des quantités de cas pratiques, bien sûr. Il serait vain de prétendre savoir
se protéger contre son propre champ vibratoire. Donc, il faut être toujours persuadé que celui qui serait capable de faire un envoûtement, j'en connais très peu, mais celui qui serait capable de le faire, il ne le fera jamais, à moins d'être suicidaire. En revanche, il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes et, par contre, il provoquera sans aucun danger le phénomène qui est devenu un véritable fléau social. J'en ai rencontré, je peux dire, presque des centaines, l'auto-envoûtement. Et là, j'en parle beaucoup. J'ai fait beaucoup d'émissions là-dessus, j'ai écrit beaucoup d'articles, parce que je pense qu'on a le devoir, si on connaît ce fonctionnement, qui se débarrasse de toutes les traditions un petit peu fumeuses d'autrefois, on peut rendre service à beaucoup de gens, ce que je prétends avoir fait d'ailleurs. Donc, l'auto-envoûtement, un fléau social, c'est vrai, qui a toutes les conséquences d'un véritable envoûtement, est devenu une importante source de revenus pour beaucoup de gens que je dénonce. Parce que l'auto-envoûtement, ça rapporte beaucoup à certains. Et là, je vais vous expliquer comment. On ne s'en doute pas, mais vous observerez et vous verrez que l'auto-envoûtement, ça peut générer, j'en connais qui ont fait fortune avec ça. Donc les véritables envoûteurs sont extrêmement rares. Cependant, il est certain qu'il y a des sujets qui se prêtent à être sournoisement préparés à subir des influences. L'envoûtement n'est pas facile à réaliser, c'est évident. La plupart du temps, ceux qui veulent le pratiquer s'adressent à quelqu'un plus. Et celui-ci, s'il n'est pas compétent, ce qui est la plupart du temps le cas, n'aura aucun effet avec un véritable envoûtement. Par prudence, il ne le fera pas, bien sûr. Mais si la personne est compétente et non suicidaire, elle se gardera d'entreprendre une action d'envoûtement. Ce qui est fréquent, par contre, et là j'insiste beaucoup, c'est l'auto-envoûtement, c'est-à-dire amener quelqu'un à s'envoûter lui-même. Donc l'auto-envoûtement entraîne toutes les conséquences d'un véritable envoûtement. Il a été créé différemment et sans aucun risque pour celui qui le provoque et qui est souvent celui qui propose un désenvoûtement. J'ai reçu bien souvent des gens, pendant des dizaines d'années, où j'ai reçu des gens en magnétisme, en sophromagnétisme, des gens en proie à une véritable panique qui me déclaraient « je suis envoûté » et qui étaient vraiment en proie à une panique réelle, persuadés de subir cette terrible pression. Ils me citaient leurs multiples déboires, santé, affaires, sentiments, etc. Et ils ajoutaient parfois que tel ou tel désenvoûteur avait tenté vainement de les libérer. Il leur avait dit « je vais vous soulager ». Il leur avait soulagé le portefeuille. Ça, chaque fois, ça ne ratait pas. Et là, des exemples précis, je pourrais vous en citer. Donc, mais manifestement, dans la plupart des cas, les gens étaient victimes d'un auto-envoûtement qui avait été bien préparé. Lorsque quelqu'un de très réceptif, je ne dis pas de faible, ce n'est pas les gens faibles qui ont subi ces effets-là, quelqu'un de réceptif peu informé, c'est surtout ça, inquiet, se trouve en face de celui qu'il croit compétent quant à l'origine des problèmes auxquels il est confronté, eh bien, semi-inconsciemment, il pense déjà à une possibilité d'envoûtement, il en a entendu parler, il ne sait pas trop ce que c'est, mais est-ce que ce ne serait pas un truc comme ça? Et l'autre, bien sûr, l'autre le lui affirme. Vous craignez être envoûté, mais c'est vrai, moi je le vois, vous êtes envoûté. Ou alors, quelqu'un qui dit, on m'a fait quelque chose. Et les gens qui ne sont pas au courant, oh, on a dû t'envoûter. Et à partir de là, la personne qui en est persuadée, qui croit cela, elle est vraiment envoûtée. C'est un auto-envoûtement. Et bien sûr, le soulagement est double. Souvent, un soulagement de portefeuille, bien sûr. Et c'est à partir de ce moment que la victime s'auto-envoûte. Et là, l'envoûtement est réel, il est complet, il est certain. Et c'est vraiment
l'auto-envoûtement, qui doit remplacer cette notion d'envoûtement par quelqu'un plus. Et quand on est persuadé d'un envoûtement, on n'écoute pas ceux qui pensent différemment. Annoncer à une personne mal informée qu'une action est entreprise contre elle, l'en persuader par des artifices parfois grotesques même, suffit pour provoquer cet auto-envoûtement qui déclenchera les conséquences d'un véritable envoûtement. C'est alors une porte ouverte sur la destruction mentale de la victime, pouvant engendrer des perturbations de sa santé physique, de sa santé psychique et bien sûr qui sont produites par des escroqueries qui vont parfois très loin. Donc l'envoûtement, je dis bien que c'est un fléau social parce que c'est beaucoup plus généralisé que ce qu'on croit. Ces manipulations et leurs conséquences sont possibles par le manque d'informations. Les grands médias n'accepteront jamais que j'aille dire sur TF1 ou Antenne 2 ce que je vous dis aujourd'hui. Alors là, interdit. Quand on dit des choses comme ça, on est mis à l'index définitivement. Si on se prétend magicien, gourou, grand maître, alors là, on a sa place. Et bien sûr, il serait relativement facile de faire circuler une information saine et objective. Les grands médias se soucient fort peu d'informer, tant ils sont obsédés par l'audimat et la recherche du spectaculaire. C'est ça qui compte, surtout maintenant que l'image a pris le pas sur la parole. Lorsqu'un sujet aussi important que l'envoûtement est traité, il n'est pas demandé à ceux qui en parlent de donner des explications utiles. Non, non, non. Les producteurs demandent des témoignages vécus, des histoires fantastiques, souvent invérifiables et du sensationnel. Ça, c'est les médias d'aujourd'hui. Peut-être pas tous, bien sûr. J'en connais qui agissent autrement, mais la plupart agissent comme ça. Et vous faites quelques réserves, si vous faites quelques réserves, sur la fréquence des envoûtements, il vous est tout de suite répliqué en vous regardant de haut, vous ne croyez donc pas à l'envoûtement, on passe pour un imbécile, et ces personnes ne sont pas conscientes de leur responsabilité quand, étant dans l'ignorance d'un sujet, elles maintiennent le grand public composé de millions d'individus dans la même situation. Les idées reçues à propos d'envoûtement et d'auto-envoûtement et l'exploitation que certains en font ont transformé aujourd'hui en un véritable fléau social de notre société ces notions qui viennent de très loin. Vers la fin des années 1980, j'ai été confronté à une petite expérience qui est vraiment intéressante et que je vous garantis authentique. J'en ai des preuves, bien sûr. À cette époque-là, dans les années 1980, j'écrivais régulièrement dans plusieurs revues, et notamment dans un magazine mensuel qui s'appelait L'Officiel de la Voyance. Je peux en parler librement, puisque depuis pas mal de temps, il n'existe plus. Et un jour, le directeur de ce mensuel, avec qui j'avais de bonnes relations, j'avais écrit des articles sur beaucoup de choses différentes, sur l'Égypte, sur les Templiers, etc. Il me téléphone et me dit, vous savez, j'aimerais bien que vous me rédigiez un article sur l'envoûtement. Ça m'a un peu surpris. Et tout de suite, il a senti mes réticences. J'ai dit non, moi je pense que ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous rédiger un article sincère, non aménagé sur l'envoûtement. Il me dit si, moi je veux que mon journal, c'est vrai que c'était un brave homme très sincère, mais peu au courant de tout ça, bien sûr. Et il me dit non, moi je veux que mon journal soit quelque chose d'authentique. Vous avez toute liberté d'expression pour traiter de l'envoûtement. Bien sûr, j'ai rédigé mon article. Et dans cet article, bien sûr, j'ai parlé de désenvoûteurs et d'envoûteurs. Alors, je lui ai expliqué dans l'article qu'on avait beaucoup de gens qui faisaient la publicité dans les journaux, et dans le sien entre autres, pour faire des désenvoûtements. Ah, alors là, des désenvoûteurs, on en trouve à l'appel. Chercher un envoûteur, il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? J'en ai conclu que les soi-disant désenvoûteurs étaient, eux,
les véritables auto-envoûteurs. Alors je lui ai envoyé mon article, persuadé qu'il ne passerait pas. Et évidemment, j'ai eu un coup de téléphone où il m'a dit, mais je ne peux pas passer un article comme ça. Tous les gens qui dans mon journal font de la publicité indiquent qu'ils sont des désenvoûteurs. Et vous dites que c'est eux qui envoûtent. Alors l'article n'est pas passé. Mais ça prouve bien qu'actuellement, on en est là. On manipule avec des intérêts qui ne sont pas ceux du grand public. Bien sûr, impossibilité de publier, et en raison, bien sûr, des gens qui étaient les annonceurs, et annonceurs, des envoûteurs, pas un seul envoûteur. Donc il est souvent demandé quelle est la meilleure protection contre l'envoûtement. Alors, quand on sait comment ça fonctionne, il y a une protection imparable, que j'ai utilisée pour moi-même, ça m'est arrivé, une protection imparable pour être protégé d'un envoûtement. La meilleure chose, c'est de ne pas y croire. Si on va vous dire qu'on va vous envoûter, ben vous vous mettez à rigoler, et c'est tout. C'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Et je vous avoue qu'à mon âge, je viens quand même d'avoir 90 ans, j'ai rencontré pas mal de mages, de sorciers, tout ce que vous voudrez. On m'a souvent laissé entendre qu'on allait me faire quelque chose, et je me porte toujours aussi bien. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose là qui ne gaze pas dans la mentalité qu'on veut forger chez le grand public. Donc, le fait de ne pas croire à la possibilité d'être envoûté est une garantie de ne jamais l'être. De ne jamais penser qu'une force destructrice, manipulable facilement par des gens doués ou protégés, peut nous atteindre. La protection la plus importante, c'est ça. Celui qui n'y croit pas, il risque absolument rien. Et je me suis trouvé, je peux vous dire, dans des circonstances avec des gens qui ont des réputations, des gitans par exemple, gens comme ça, qui vous regardent, vous jetez le mauvais sort, tout ça. Chaque fois, moi, ça m'a fait rire, ça a été ma réaction. Et je n'ai jamais subi le moindre problème de la part de ces tentatives, me disait-on, d'envoûtement. Donc, ça, c'est la protection la plus efficace. Il y a aussi une protection que tous nous pouvons appliquer, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les gens que nous connaissons ou que nous fréquentons, c'est l'information. Il faut informer pour faire cesser les idées reçues, séquelles de mentalité du Moyen-Âge qui rendent nos contemporains aussi vulnérables que nos très lointains ancêtres. Les arguments existent, bien sûr, les preuves aussi, pour combattre l'ignorance volontairement entretenue. La science de notre 21e siècle maintenant explique bien des pratiques qui nous viennent de l'Antiquité, débarrassées de leurs origines surnaturelles. Alors là, je me suis intéressé, comme j'ai souvent travaillé sur l'Égypte, l'Égypte où vraiment la magie existait beaucoup, et travaillant sur l'Égypte, j'ai étudié certaines choses qui se font en Égypte, qui correspondent à ce qu'on voit autour de nous. Et je vous assure que si vous voulez, on en parlera. C'est extrêmement important, extrêmement intéressant de voir comment notre science peut expliquer ce qu'autrefois on affirmait en mettant en avant le diable et le bon Dieu et la magie. Donc, c'est vrai, il y a un monde subtil d'énergie, de vibration, qui n'est pas visible. Ce monde-là est invisible à nos sens, qui eux sont très limités. Alors là, nos sens très limités, c'est très facile d'en parler, bien sûr, mais qui font partie de la nature de notre univers. Nos sens sont très limités. Il est certain que nous entendons des vibrations dans une certaine gamme, dans une certaine fréquence, alors que le chien entend très bien les ultrasons ou les infrasons. Donc, nous sommes déjà inférieurs à certains animaux dans ce domaine-là, dans nos sens, pour l'audition. Prenons le fait de voir. Notre vue est limitée. S'il y a une mouche sur l'arbre qui est là-bas, je ne la verrai pas. En revanche, je peux voir des choses qui n'existent pas. Et oui, quand je regarde la télévision,
je vois des images. En fait, il n'y en a pas. C'est un point qui balaye un écran, un point. Mais comme je ne peux pas suivre ce point, eh bien, ma vue reconstitue les images comme ça a commencé avec les 25 images par seconde quand on a créé le cinéma. L'œil ne pouvait pas suivre 25 images fixes et l'œil voyait du mouvement. Quand on voit un film, ce sont des images fixes également. Donc, on pourrait épiloguer longtemps là-dessus. Donc, nos sens sont vraiment très limités, extrêmement limités. Mais la science, depuis qu'on a constaté tout ça au XXe siècle, la science, vraiment, elle a fait des progrès énormes. Elle a fait des progrès énormes avec la physique quantique, par exemple. Vous avez la physique quantique, les nanodimensions, parce que vous avez entendu parler, la nanotechnologie, c'est une dimension appelée nano, une dimension avec le préfixe nano devant, fait que cette dimension est réduite d'1 milliard. Autrement dit, vous avez la dimension d'un cheveu réel, mettons 1 millimètre, et bien si c'est dans la nanodimension qu'on l'étudie, ce sera 1 milliardième de ce millimètre qu'on verra. Alors on en est maintenant à des nanodimensions. Donc on en arrive à une époque où, alors que notre XXe siècle est arrivé à confirmer que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, qui avait encore été affirmé par Hermès Trismégiste dans la table d'émeraude. Comment voulez-vous qu'on comprenne ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut? Je reconnais que pendant des générations et des milliers de générations, c'était incompréhensible. Et puis un jour, au XXe siècle, des savants sont arrivés à couper un atome. Ils n'y croyaient pas, même eux. Louis le Prince Ringuet, le long du XXe siècle, disait bien que l'atome était la plus petite partie d'un corps qu'on ne pourrait jamais diviser. Et puis il a passé sa vie de savant opératif à diviser des atomes, tout simplement. Et quand on a divisé l'atome, on s'est rendu compte que dans cette particule qu'on croyait vraiment ne pas pouvoir couper, eh bien, on trouvait un noyau central, et autour de ce noyau central, des particules élémentaires qui tournaient. Il y avait les électrons, les protons, les neutrons, et on avait l'image dans une coupure d'un simple atome, on avait la même image que les planètes tournant autour du Soleil. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Eh bien, ça, Hermès Trismégiste, les Grecs, les Égyptiens le savaient. Et nous, il a fallu longtemps pour qu'on l'accepte, bien sûr. Il a fallu longtemps pour qu'on accepte ça. Et dans la nano-dimension de maintenant, quand on voit ce que représente 1 milliardième de millimètre, on a l'impression que ce n'est plus l'atome qu'on va arriver à diviser, mais qu'il n'y en a pas pour longtemps pour qu'on arrive à examiner ce qu'il y a à l'intérieur d'une particule élémentaire de l'électron, d'un neutron ou d'un proton. Évidemment, c'est assez fantastique, mais c'est l'avenir de la science de la physique quantique, et on commence à utiliser ces nanodimensions dans des puces. Vous savez, les puces qu'on retrouve partout, dans nos montres, un peu partout, sur les cartes d'identité. Dans ces puces, nous avons des éléments qui ont été introduits avec le principe des nanodimensions. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a une dizaine d'années déjà, un chercheur de Grenoble, où c'est là qu'on travaille la nanotechnologie, bien sûr, et il me disait, si vous saviez ce qu'il y a dans les puces que vous transportez sur vous, ça vous ferait peur. Il ne m'a pas donné notre explication, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Alors, bien sûr, et il y a toujours des énergies qui sont ambivalentes et qui peuvent être réduites à des dimensions que nous ne soupçonnons plus. L'œil humain ne peut pas voir les galaxies, mais il a quand même, les humains ont travaillé à produire des éléments techniques
et avec des périscopes, etc., qui nous permettent de voir les galaxies, de les étudier, les trous noirs, etc. L'œil humain ne pourrait pas. Et maintenant, l'intelligence humaine, avec la physique quantique, arrive à mesurer des dimensions en nanodimensions qu'effectivement on ne pourra jamais voir. On ne verra jamais les particules élémentaires, les neutrons, les protons, les électrons, mais eux voient au-delà de ces dimensions-là. Là, je pense que c'est important de se rendre compte que dans la nature, pratiquement, tout est ambivalent. Tout est ambivalent, ce qui peut être fait pour le bien peut être fait pour le mal, exactement. Donc, tout peut... Prenez un couteau, vous pouvez couper votre pain pour poignarder le voisin. Donc, tout est ambivalent dans tout ce qui est dans la nature. Et dans les énergies, c'est pareil. Je peux vous dire que par magnétisme à distance, on peut soulager des gens qui se trouvent très loin. Ce sont des recettes, ce sont des techniques. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ça peut s'apprendre. Et tout le monde peut l'apprendre. Il nous est arrivé, dans un groupe où on travaillait en magnétisme à distance, d'arriver à envoyer une intention à quelqu'un qui était à 1000 km ou plus que ça. Évidemment, le réflexe, quand on ne veut pas y croire, c'est de dire « mais la personne le savait, elle a été informée ». On peut penser que ça peut marcher comme ça, par suggestion. Mais en revanche, un jour, on avait un de mes amis qui avait un chien qui était très vieux, et qui était en bonne santé, mais qui était grabataire en quelque sorte. Et son épouse était dans notre groupe, on travaillait justement sur le magnétisme à distance, et on voulait faire un exercice, et dans cet exercice, on voulait trouver un sujet qui ne puisse pas être influencé. Et cette personne nous a dit, mais c'est simple, on n'a qu'à travailler sur mon chien. Mon chien, il n'y a qu'à envoyer l'intention par magnétisme à distance, que désormais, il va pouvoir se lever sur ses pattes et sortir pour faire ses besoins, parce qu'un gros chien, pour le sortir chaque fois qu'il commençait à gémir pour vouloir sortir, c'était quand même une corvée pour les gens qui étaient là. Donc, on s'est réunis, on était une douzaine à peu près. On a fait une technique, on a appliqué des recettes tout à fait normales, et ce soir-là, vers 19h, on a envoyé tous un magnétisme à distance commun. Ça, c'est une technique où on peut le faire seul, on peut le faire ensemble, même si on est dispersé. Enfin, tout ça, si vous voulez, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, on a envoyé la suggestion pour que ce chien soit vraiment capable de se tenir sur ses pattes, de sortir et de rentrer. Selon les techniques qu'on utilise, comme elle était seule à connaître le chien, et qu'il faut visualiser, nous, on visualisait cette personne qui prenait nos visualisations pour visualiser son chien. Enfin, c'est tout un système de chaîne, mais c'est vraiment très intéressant. Et à 7h du soir, 19h, on a fait ça. Bon, le lendemain, le petit groupe s'est retrouvé. C'était au cours d'un stage, bien sûr. Le petit groupe s'est retrouvé et cette personne nous a dit, hier, j'ai téléphoné à mon mari. Nous étions à Montpellier, son mari était dans les Landes, avec le chien, bien sûr. Il téléphonait à mon mari, et sans rien lui demander, il m'a dit, tu sais, hier, le chien m'a surpris. Il m'a surpris parce que tout d'un coup, il s'est mis à gémir. Je me levais pour le porter, pour le sortir, et le chien, sur ses pattes, était déjà près de la porte. Et depuis, ce chien-là, que j'ai eu l'occasion de voir, a toujours réussi à se lever, du moins dans des cas comme pour faire ses besoins. Ça, je peux vous garantir l'authenticité, je pourrais vous en citer pas mal, et je pense que c'est quelque chose de magnétisme à distance qui est important. Alors, des énergies, comme toute chose, les énergies que nous recevons, que nous transmettons, peuvent être positives ou négatives. Ça dépend de la personne qui l'envoie. Et ça a donné naissance à des notions, par exemple, pour des énergies négatives, à des gens qui étaient envahis par le démon. Comment voulez-vous qu'il y a plusieurs milliers d'années, on puisse expliquer au grand public quelque chose autrement qu'en invoquant des forces surnaturelles? Et bien sûr,
il y a des gens qui sont envahis de forces négatives et qui se croient envoûtés. J'ai un de mes amis qui pratique l'hypnose, qu'il a pratiqué il y a 50 ans, avant que ça devienne à la mode, à l'époque où tout le monde en avait peur. Roger Nicot, il s'appelait. Et Roger Nicot, il disait, quand je rencontre quelqu'un qui se croit envoûté, je le mets en état d'hypnose, d'abord un état vraiment de relaxation, descendant jusqu'à l'hypnose, et là je l'envoûte à l'envers. Il disait ça avec humour, bien sûr. Il envoyait la sécurisation après ce que la personne avait reçu, de choses qui la mettaient dans des états négatifs. Donc c'est vrai, il y a toujours possibilité de recevoir des influences négatives. Et je vais pour terminer cette première partie, je crois, si tout le monde a soif, on terminera. Puis après, on passera beaucoup d'autres choses. Donc, on peut prendre dans les Écritures beaucoup de clins d'œil, on peut dire, qui maintenant sont expliqués différemment. Par exemple, quand on prend les évangiles, dans les évangiles, vous trouvez Jésus qui marche avec beaucoup de gens autour de lui, et tout d'un coup, il s'arrête et il dit, c'est le texte, quelqu'un m'a touché. Et les gens qui sont là disent, mais maître, avec tout le monde qui est autour de vous, bien sûr, quelqu'un a dû vous toucher. Il dit, non, mais cette fois, j'ai senti une force qui s'échappait de moi. Ça, c'est dans les évangiles. Donc, on peut prendre le magnétisme de quelqu'un. On peut le prendre comme on peut en donner. Mais quand on prend du magnétisme à quelqu'un, c'est pour lui enlever les vibrations mauvaises qui sont dans son magnétisme, dans son énergie vitale. Et dans notre exemple que je prends pour suivre le même exemple, Jésus, on lui amène des gens, quelqu'un qui est possédé du démon. Le démon, il a toujours sa place dans tout, quand c'est négatif, bien sûr. Il est possédé du démon et on le présente à Jésus pour qu'il enlève le démon de cette personne. Alors Jésus, c'est dans le texte, il s'approche, il enlève les démons, il les transfère dans des gorées, des petits cochons, qui vont se noyer. Or, en magnétisme traditionnel, on considère que l'eau purifie, comme l'eau purifie par le baptême, dans toutes les ablutions qu'on rencontre. L'eau a ce côté purification pour se laver, évidemment. Donc, Jésus nous dit qu'il a enlevé les démons, il les a transférés dans des cochons, ils sont allés se noyer. Évidemment, c'était la purification complète. Alors, je pense que là, ça a donné naissance, après, à des interprétations qui étaient pratiques. Pendant longtemps, les magnétiseurs traditionnels pratiquaient le transfert. Quand ils enlevaient des énergies, des vibrations négatives, eh bien, ils les transféraient, par exemple, à une plante. On ne le ferait pas à un animal, bien sûr, et la plante en subissait des effets. Mais ce qui se faisait souvent, c'est que des magnétiseurs avaient à côté d'eux une bassine avec de l'eau. Et quand ils enlevaient les énergies négatives, ils les envoyaient dans l'eau, et l'eau, après, ils la rendaient à la nature. Donc, actuellement, on ne le voit plus. Personnellement, si je fais du magnétisme, si j'avais une bassine comme ça, j'y mettrais les pieds dedans, il y aurait de l'eau partout. Donc, ça ne se fait plus, mais psychiquement, par la visualisation, on peut compenser. Et je vous assure que ces énergies négatives, ces énergies positives, ces vibrations qui sont autour de nous, et il n'y a pas que les vibrations humaines, tout ce que nous avons autour de nous, avec les ondes de forme, enfin, on pourra en parler si vous voulez, et ça peut être très, très, très important de se rendre compte des inconvénients qu'on peut subir à longueur de journée. Eh bien, toutes ces énergies-là, on peut les combattre, on peut arriver à s'en protéger. Et quand quelqu'un est soumis à des énergies, même des énergies venant de la Terre, il est certain que nous avons, avec le tellurisme, avec tout ce qui vient de la Terre, comme du cosmique, les énergies cosmiques, les énergies telluriques, nous recevons des influences. Ces influences, si elles ont sur nous vraiment des conséquences, eh bien on peut penser que c'est un envoûtement. On ne sait pas que ça vient de choses naturelles ou industrielles. Et ça, je crois qu'on va pouvoir en parler pour arriver à essayer de vous aider
à transmettre aux gens cette idée que l'envoûtement n'existe pratiquement que très rarement, mais en revanche, on est tous victimes de tentatives d'auto-envoûtement. Alors, si on va arrêter un petit moment. Merci Charlie pour cette première partie. On va faire la pause et puis après on continue. Merci. Il y a de quoi après.